Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va parler des découvertes fascinantes du télescope spatial Kepler. Sa mission, c'était de chercher des planètes potentiellement habitables, loin, très loin. Oui, et les sources qu'on a regardées mentionnent beaucoup de candidates intéressantes, mais il y en a une qui ressort souvent, c'est Kepler 22b. Exactement, Kepler 22b. On dit parfois que c'est un monde qui défie un peu nos attentes, peut-être même une planète entièrement recouverte d'océans. C'est une des possibilités, oui. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qui rend ces exoplanètes si intrigantes et quels seraient les obstacles pour la vie telle qu'on la connaît. C'est ça. Et on commence donc par Kepler 22b. Alors, petit rappel des faits, découverte en 2011, c'est ça, Oui, à 635 années-lumière. Elle tourne autour d'une étoile qui ressemble un peu au Soleil, mais 20% moins lumineuse. voilà. Et elle est en plein dans ce qu'on appelle la zone boucle d'or, la zone habitable. Donc, potentiellement ni trop chaude ni trop froide. Potentiellement, oui. Sa position est intéressante. Elle est 15% plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, mais comme l'étoile brille moins fort, Ah, ça compense. ça pourrait compenser exactement. La température en surface pourrait être assez douce, autour de 22 degrés Celsius, mais attention, ça c'est le scénario idéal, Le scénario où l'atmosphère et la rotation sont similaires à la Terre, j'imagine. précisément. Et ça, on n'en sait rien pour l'instant. C'est là que les grandes incertitudes commencent. Comme quoi, par exemple? L'inclinaison de son axe, est-ce qu'elle est complètement couchée sur son orbite, un peu comme Uranus? Ça changerait radicalement les saisons, si saison il y a. Ou alors, l'autre possibilité, le verrouillage gravitationnel. Exactement, c'est une forte possibilité pour les planètes proches de leur étoile. Si elle est verrouillée, ça veut dire qu'elle montre toujours la même face à son étoile. Un côté jour éternel et un côté nuit éternelle. C'est ça. Et là, l'habitabilité, elle devient très différente de ce qu'on imagine d'habitude. Oui, parce que ça créerait des conditions vraiment uniques. Un côté jour en permanence, bon, la photosynthèse serait possible, mais avec un océan, ça pourrait vite tourner à l'effet de serre incontrôlable, non? C'est un risque, oui. Et de l'autre côté, la nuit perpétuelle, glaciale. Peut-être une vie basée sur la chimiosynthèse, près de sources chaudes, un peu comme dans nos abysses. Ou avec de la bioluminescence, on peut tout imaginer. Et entre les deux, il y aurait cette fameuse zone terminateur. Oui, cette bande de crépuscule permanent, entre le jour et la nuit. Certains scientifiques pensent que c'est là, justement, que les conditions seraient les plus stables pour avoir de l'eau liquide en surface et potentiellement une vie complexe. Un équilibre thermique en quelque sorte. C'est l'idée. Mais bon, ça reste des modèles théoriques, il faut être clair là-dessus. D'accord. Et il n'y a pas que ça comme défi. Sa taille aussi. Elle est 2,4 fois plus grande que la Terre en diamètre. Oui, c'est une super Terre. Et si elle est rocheuse, ce qu'on ne sait pas non plus, avec certitude. Alors là, la gravité. Eh bien, elle pourrait être énorme, peut-être 6 fois la gravité terrestre. 6 fois. Mais c'est écrasant. Se tenir debout serait un exploit. Si on pèse 80 kilos ici, Là-bas, ça ferait presque 480 kilos. Imaginez l'impact sur n'importe quelle forme de vie. difficile, oui. Ça voudrait dire des plantes très courtes, très robustes, des animaux trapus, peut-être avec des exosquelettes pour supporter le poids. C'est ça. Le vol serait quasiment impossible dans une atmosphère potentiellement dense et avec une telle gravité, Donc la vie aquatique serait avantagée, si elle a des océans, bien sûr. probablement. Dans l'eau, la poussée d'Archimède aide beaucoup. Donc on pourrait imaginer de grandes créatures marines, oui, si les océans existent. C'est toujours le grand si. Ça nous montre à quel point on est centré sur notre propre modèle terrestre, en fait. Oui, c'est clair. Et son année dure combien de temps déjà? Environ 290 jours terrestres, un peu plus court que chez nous. Bon, Kepler 22b est vraiment un cas d'école fascinant. Mais Kepler, le télescope, il n'a pas trouvé que celle-là, loin de là. Ah non, absolument pas. Kepler nous a révélé une diversité incroyable de planètes, un vrai bestiaire, comme vous dites. Alors, quelles autres candidates sortent du lot? Il y a Kepler 452b, non? Une autre super Terre? Oui, Kepler 452b, plus grande, plus vieille que la Terre, autour d'une étoile très semblable au Soleil. Le problème, c'est qu'elle est peut-être déjà entrée ou sur le point d'entrer dans un effet de serre galopant à cause de son âge et de l'évolution de son étoile. Moins optimiste, du coup. Et Kepler 186f, elle est de taille terrestre, elle. C'est ça, taille terrestre. Mais elle orbite une naine rouge, une étoile beaucoup plus petite et froide que le Soleil. Elle est dans la zone habitable. Mais la vie devrait composer avec une lumière différente, moins intense, et peut-être des éruptions stellaires plus fréquentes et violentes. Un autre type de défi. Il y a aussi Kepler 1649c,
qui a été trouvée un peu par chance, c'est ça? Oui, dans d'anciennes données. Et elle est intéressante parce qu'elle ressemble pas mal à la Terre en taille et en température potentielle reçue de son étoile, qui est aussi une naine rouge. Et Kepler 442b, j'ai lu qu'elle avait un indice d'habitabilité élevé. Effectivement, 0,84, c'est l'un des plus hauts. Elle orbite une étoile de type K, un peu entre notre Soleil et une naine rouge. Ces étoiles sont considérées par certains comme idéales. Elles vivent très longtemps, sont plus stables que les naines rouges. Le sweet spot, comme on dit parfois. Ah, en quelque sorte, oui. Ça laisse potentiellement plus de temps à la vie pour apparaître et évoluer. Et Kepler 442b, c'est une cible pour le télescope James Webb. On l'espère pouvoir analyser son atmosphère. Ah oui, ça ce serait énorme. Et il y a aussi des mondes potentiellement aquatiques, comme Kepler 62e et F. Exactement. Deux planètes dans le même système, toutes deux dans la zone habitable, et qui pourraient être des mondes océans. Ce qui est vraiment frappant, mais Kepler, c'est cette variété incroyable. On n'a pas trouvé de Terre 2.0 parfaite, mais on a trouvé tout un éventail de conditions qui nous forcent à repenser ce que habitable veut dire. C'est vrai. Mais le point commun un peu frustrant dans tout ça, ça reste quand même la distance, non? Ah oui, c'est le défi majeur. Kepler 22b, on l'a dit, 635 années-lumière. Même nos sondes les plus rapides comme Parker Solar Probe ou New Horizons mettraient. Des centaines de milliers d'années. Oui, pour Kepler 22b, on parle de presque 1 million d'années. Pour d'autres, c'est encore plus loin. Donc, l'exploration directe, avec nos technologies actuelles ou prévisibles, c'est hors de question. Il faudrait une vraie révolution dans le voyage interstellaire. Une propulsion type Warp Drive ou quelque chose comme ça? Voilà, quelque chose qui change radicalement la donne. Mais, et c'est important, l'espoir n'est pas perdu. Ah bon? Pourquoi? Parce que les données de Kepler et d'autres missions comme TESS suggèrent que les planètes de type terrestre dans la zone habitable sont probablement très communes. Statistiquement, il y a de fortes chances qu'il y en ait une beaucoup plus près de nous. Genre à quelques dizaines d'années-lumière? Peut-être même moins de 20 années-lumière. La recherche se concentre de plus en plus sur notre voisinage cosmique immédiat. C'est là que les prochaines grandes découvertes pourraient avoir lieu. D'accord. Donc l'espoir est permis pour une découverte plus proche. En tout cas, ces mondes de Kepler, même lointains, ils stimulent l'imagination, c'est clair. Des jumelles potentielles de la Terre, des environnements totalement exotiques comme ces planètes verrouillées ou ces mondes océans, c'est fascinant. C'est fascinant, oui, mais il faut vraiment garder à l'esprit que beaucoup de ces caractéristiques, l'atmosphère, la présence d'eau liquide en surface, les conditions précises, restent des hypothèses. Elles sont basées sur des données indirectes, souvent juste la taille et la distance à l'étoile, et sur des modèles informatiques. On manque de données directes, évidemment. Voilà, on extrapole beaucoup. Cela dit, la vie sur Terre nous a montré une capacité d'adaptation assez incroyable, même dans des conditions qu'on juge extrêmes. Pensez aux extrémophiles. Oui, ces organismes qui vivent dans des sources chaudes, des lacs de sel, des profondeurs abyssales. Exactement. Donc qui sait ce qui est possible ailleurs? C'est vrai. Alors pour finir, une petite question pour réfléchir. Si on découvre un jour que ces mondes potentiellement habitables sont finalement assez courants, peut-être même ici, tout près, dans notre voisinage, quelle serait selon vous l'implication la plus profonde pour notre vision de l'univers et de notre propre place dedans si on avait la preuve de vie ailleurs? Ah, c'est la grande question, n'est-ce pas? Je pense que ça changerait fondamentalement notre perspective. Savoir qu'on n'est pas seul. Ce serait sans doute la plus grande découverte de toute l'histoire humaine. Ça ouvrirait des perspectives vertigineuses, philosophiques, scientifiques, et peut-être même existentielles. De quoi méditer, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.